Tata munoko na ngai nga na 2023 élection kotuna ngulu faci te bapaya basiba bandikolo Covid asongisi makambusi toko récupérer confinement yango to yango il dépasse FIFA bango pe ba récupérer kade mzela baleki biso pe tokole bango ba récupérer ki ya muyibi biso mukili mobimba bayebi ke to uti nako nanu pe sili il dépasse FIFA yaya toko kende na élection te soki recensement salami toyeba makamuni elekaka na este banani bakotaka fu banani bayaka kofote ba 1,800,000 bautaka wa na este ngo bazalaka ko il dépasse FIFA toko kende na élection te na carte électeur ya Joseph Ka photo kene na pièce d'identité fachi fandana salama kambu malembe male osana yo pressé mutu pazolanda yo sima tango lingo bima tokotuna yo kola wa mama na bino na oya kolongola mwana mbo azala musi il dépasse FIFA yaya il faut toyeba. Le général Silvano Kasongo Kitenge et plusieurs de ses hommes se sont mis en tenue non apparent pour une opération musclée contre les policiers terroristes de la route. Briefing terminé, le commandant de la ville a embarqué à bord d'un minibus dédié au transport en commun pour passer inaperçu. L'objectif du chef de la police de la capitale est de faire ce que la population lui demande depuis un temps, c'est rendre compte personnellement de la terreur sémée sur les routes par les policiers de circulation routière et d'autres unités de la police. Mettre fin au phénomène roulage à la main tendue que les Kinois appellent Mbote Alikasu, cet acte de corruption voulu et entretenu par certains policiers de circulation routière et accepté par d'autres usagers de la route comme moyen d'éviter les ennuis avec les forces de l'ordre. Commencé par le boulevard du 30 juin qui est un des hauts lieux de la tracasserie routière à Kinshasa, le convoi camouflé de Silvano Kasongo est passé sur l'avenue de poids lourds. Ici, les stress causés par les vols à l'arraché sont accentués par les tracasseries des policiers. Au lieu de réguler la circulation, ces roulages ont choisi de se transformer en agents percepteurs. Ils ont nié les faits, mais les images prises ont témoigné contre eux. Après la 14e rue, toujours sur poids lourd, le général Kasongo a mis la main sur quelques éléments de l'unité appelée communément Oujana, ces jeunes gens recrutés il y a 3 ans qui semblent échapper au contrôle de leur commandant. Déterminé à ramener de l'ordre dans sa juridiction, le commandant de la ville a par la suite pris la direction de la partie est de Kinshasa, au marché de la Liberté, à Pascal, à Kingasani-Asuka. Le général Silvano Kasongo a vécu des scènes dignes d'un Far West. Il y a même eu un roulage qui, piqué par on ne sait quelle mouche, a tenté d'arrêter et de rançonner le minibus à bord duquel s'est trouvé le général Kasongo. Sur le chemin de retour vers le centre-ville, le général Silvano Kasongo a poursuivi son opération de balayage des policiers véreux. Boulevard Saint-Doué, Pont-Cabu, Bokassa, Croix-Rouge ou encore le rond-point Victoire. Général Kasongo makambo sala la biso o eza pour l'intérêt na biso. Bataka ba roulage nzela pour la kosala makambo esengi basala. Bango bakoma kosala makambo o batindaka bango te. Ataka makambo botisuka. Makambo so za boye papa aumela na ye. Parce que on a mutu asali mabe. Asali mabe te aumela na ye. Changement na
Oui, on pourrait conduire encore. Au finish, Silvano Kassongo a arrêté 35 policiers. Ils vont, à en croire le commissariat provincial, répondre de leurs actes devant la justice militaire. Cette opération menée le mercredi 3 mars 2021 vaut aussi avertissement pour les commandants des différentes unités de la police. Les Kinois veulent voir le général Kassongo sanctionner ceux qui n'arrivent toujours pas à maîtriser les policiers sous leurs ordres. Ainsi, la population dira, l'état des droits voulu par le président Félix Tshisekedi devient de plus en plus une réalité au sein de la police. Pour le Figaro et le Soir de Bruxelles. Alors votre dernier livre, Ils ont tué Monsieur H aux éditions du Seuil, est sous-titré Congo 1961, le complot des mercenaires français contre l'ONU. La thèse de votre livre, après plus de 3 ans d'enquête, c'est d'essayer de prouver que la mort en septembre 61 du secrétaire général de l'ONU, Taka Marshall, il était suédois, dans le crash de son avion à quelques kilomètres du Congo, de la RDC actuelle, n'était pas un accident mais un assassinat. Alors on va essayer de prendre cette histoire depuis le début. Qui était Monsieur H? Qui était Taka Marshall? Il était le 2e secrétaire général des Nations Unies. Il avait été nommé en 1953 par les grandes puissances. Et l'Angleterre, la France, les États-Unis pensaient à l'époque avoir affaire à un petit fonctionnaire sans relief. Et c'est un homme de caractère. Et il s'est avéré être un homme à fort caractère, qui avait des vues très, très ambitieuses pour les Nations Unies dans le monde de la guerre froide. Alors, que faisait Monsieur H dans cet avion, quelque part entre Kinshasa d'aujourd'hui et le Katanga,
enfin la Zambie d'aujourd'hui, en septembre 61? Eh bien, c'est comme dans un film d'espionnage. Il a un rendez-vous nocturne avec le président d'une province sécessionniste du Congo, le Katanga. Il a rendez-vous avec lui dans un petit aéroport de Brousse, du côté rhodésien. Moïse Tshombe. Moïse Tshombe, qui l'attend dans ce petit aéroport de Ndola, où Monsieur H doit atterrir aux alentours de minuit avec son quadrimoteur. Et le quadrimoteur passe au-dessus de la piste. Tout le monde le voit, il s'éloigne vers les collines à l'ouest de Ndola et il disparaît corps et âme. On voit les images de l'époque, là. Alors, vous avez prononcé un mot très important, c'est Katanga. Il faut rappeler que le Katanga, c'est une province, à l'époque, du sud-est, enfin, jusqu'aux années 60, jusqu'en 1960, du sud-est du Congo. Le Katanga fait sécession quelques jours après l'indépendance du Congo en 1960, et c'est une région d'une richesse incroyable. C'est peut-être ça, d'ailleurs, qui explique, qui est au cœur de ce thriller que vous écrivez. C'est la richesse du Katanga. Tout à fait. Il y a de très forts intérêts miniers. Des entreprises anglo-belgo-sud-africaines sont présentes dans cette incroyable région forte ressources géologiques. On peut dire qu'il y a de l'uranium, il y a du cobalt, il y a du cuivre, il y a du manganèse, il y a tout. Il y a le cobalt, l'uranium de Hiroshima a été creusé dans cette province du Congo. Et l'ONU essaye de faire tampon entre les intérêts industriels qui favorisent la sécession et le nouveau gouvernement congolais qui, bien sûr, veut récupérer le Katanga dans le sein du nouveau Congo indépendant. Parce qu'on peut dire que la sécession du Katanga, elle a été orchestrée par les grandes puissances occidentales pour conserver la mainmise sur ces richesses. Oui, parce que ces grandes puissances occidentales et ces entreprises minières ont peur que la nationalisation des usines favorise Moscou dans un contexte de guerre froide où, bien sûr, il est hors de question de laisser les Russes s'emparer de l'uranium du Katanga. Alors que l'objectif, justement, de M. H, en faisant ce voyage en 61, c'est de réunifier le Congo. Oui, et convaincre Moïse Tshombe de lâcher prise, de s'affranchir de ses intérêts industriels qui financent 70% de son budget, du budget de l'État katangais, du petit État katangais. Et il pense pouvoir réussir parce que Moïse Tshombe est malléable, il est même affaibli psychologiquement. Et Monsieur H voit une toute petite fenêtre d'opportunité cette nuit-là sur cet aérodrome de Brousse rhodésien pour convaincre Moïse Tshombe de rentrer avec lui à Léopoldville et signer un accord de paix congolais. Alors pour vous, Morin-Picard, il n'y a pas de doute, c'est un attentat. Oui, un faisceau de présomptions permettent d'établir le fait que l'accident, conclusion officielle de l'enquête en 1962, n'est plus le motif qui peut justifier ce crash d'avion. On a dit que c'était un accident, on a dit que c'était donc un accident mécanique, que c'était une erreur humaine. Mais vous dites, la question centrale, c'est qui a commandité cet attentat et qui l'a exécuté. Alors, qui a commandité, selon vous, l'attentat contre le secrétaire général de l'ONU? C'est quand même assez énorme. C'est comme si aujourd'hui, des puissances se liguaient pour tuer le secrétaire général de l'ONU. C'est ce qui s'est passé en 61. On peut subodorer que c'est ce qui s'est passé. 58 ans plus tard, on a des archives qui émergent au compte-gouttes, malgré un énorme magma d'archives non déclassifiées. On trouve des choses maintenant dans les archives belges, anglaises. On trouve des dirigeants occidentaux qui sont très hostiles à Dag Hammarskjöld et qui expriment cette hostilité dans certains télégrammes diplomatiques et qui disent qu'il faut faire quelque chose contre cet enquiquineur qui dirige les Nations Unies. Est-ce que vous pouvez être un petit peu plus précis? Quels sont ces dirigeants étrangers, occidentaux, qui veulent la peau de Dag Hammarskjöld? Eh bien, on peut mettre dans le même panier le gouvernement britannique de Harold Macmillan, qui a une dent très sérieuse contre Dag Hammarskjöld. Le général de Gaulle, en France, qui n'a absolument pas digéré le fiasco de l'expédition franco-britannique de Suez en 1956, puisque c'est Dag Hammarskjöld qui est intervenu sur le terrain pour faire établir un cessez-le-feu avec Nasser en Égypte. Nasser qui avait voulu, ça n'a rien à voir avec votre livre, mais qui avait voulu nationaliser le canal de Suez. Oui. Et ça s'est terminé par une expédition franco-britannique qui s'est cassé les dents. Et donc, De Gaulle s'en souvient. Les Français et les Anglais se souviennent que Dag Hammarskjöld les a forcés à réembarquer en imposant ce cessez-le-feu. De Gaulle n'a pas du tout apprécié que Dag Hammarskjöld veuille saisir le Conseil de sécurité sur les problèmes de police en Algérie, ce qu'on n'appelle pas encore la guerre d'Algérie. Et puis il y a eu la crise de Bizerte, 2 mois avant la mort de Hammarskjöld, où Hammarskjöld, encore une fois, est allé en Tunisie sur le terrain et s'est fait physiquement secouer par les parachutistes français. Donc Hammarskjöld essayait de maintenir une sorte d'équilibre entre l'Est et l'Ouest, entre les pays communistes et les pays occidentaux. C'est ça que les pays occidentaux n'ont pas supporté. C'est même plus que ça. Ils pensent que l'ONU est une troisième voie dans un contexte de décolonisation où l'ONU, les Nations Unies, les nouveaux casques bleus qui viennent d'être inventés littéralement, vont pouvoir faire tampon et
éviter que chaque bloc de l'Est et de l'Ouest puisse récupérer des proies comme le Congo avec ses fabuleuses richesses minières. Des casques bleus qui se battent d'ailleurs sur le terrain beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ils sont vraiment au combat, ils se battent contre les mercenaires qui entourent le gouvernement katangais sécessionniste. C'est ça, et il y a une petite poignée de mercenaires français, des soldats d'élite débarqués d'Algérie et qui ont dressé, comme je l'ai découvert dans les archives de l'ONU à New York, une liste noire de dirigeants de l'ONU à abattre. Alors, les mercenaires français, ils sont sur le titre de votre livre. Ces mercenaires français, ce ne sont pas eux qui ont tué directement Marshall. Vous dites plutôt que c'est un mercenaire allemand qui était au volant d'un bimoteur, aidé par ces mercenaires français au sol. Expliquez-nous ce qui s'est passé d'après vous cette nuit-là. Mes recherches me permettent d'affirmer qu'il y avait une équipe au sol et une équipe en l'air. L'équipe en l'air, on retrouve maintenant la trace d'un Dornier 28, un petit bimoteur à atterrissage et décollage court, piloté par un ancien pilote de chasse nazi de nuit qui s'appelait Heinrich Schäfer. Et on retrouve aussi la trace d'une équipe française au sol, 3 ou 4 officiers français mercenaires disposant de Land Rover et d'équipements radio sophistiqués. Et il y a malheureusement, ou heureusement pourrait-on dire, des témoins qui sont restés silencieux pendant plus de 50 ans, qui confirment effectivement la présence d'une équipe au sol avec du matériel radio sophistiqué. Et donc ce mercenaire allemand, Heinrich Schäfer, il est inconnu au bataillon. D'ailleurs, quand on regarde sur Internet, on trouve très peu de choses sur lui. C'est un homme très discret. Vous dites qu'en fait, il a mitraillé en fait l'avion, le DC-6 du secrétaire général de l'ONU. Ça, c'est ce que les témoins noirs qui ont été négligés à l'époque ont dit très clairement. Un petit avion apparaît au-dessus du gros avion, celui de l'ONU. Des gerbes lumineuses partent du petit avion vers le gros avion. Et l'aile gauche du gros avion, du DC-6 de Dag Hammarskjöld, s'enflamme, s'embrase. Et c'est ce qui conduit à la destruction de l'avion dans la brousse. On a parlé aussi d'un Fouga Magister, qui est un autre avion, beaucoup plus rapide d'ailleurs, qui aurait été piloté par Jan van Rissegem, qui est un mercenaire belge cette fois-ci. Oui. Lui, qu'est-ce qu'il a à voir dans le crash de l'avion? Rien? Alors, ce qu'on appelle la piste du Fouga, elle a été poursuivie pendant plus de 50 ans par un diplomate français, Claude de Kemoularia, sur son temps libre, pourrait-on dire, de manière très discrète, parce qu'il avait des responsabilités. Et on a longtemps cru qu'un Fouga Magister isolé, vendu par la France au Katanga, de manière tout à fait clandestine, avait pu faire le coup. Son pilote était surnommé le rôdeur solitaire, puisqu'il s'en prenait aux convois de l'ONU et aux aérodromes de l'ONU le jour et la nuit. Et ce fameux Jan van Rissegem est soupçonné depuis plus d'un demi-siècle d'être celui qui a abattu l'avion de l'ONU. Le seul problème, c'est que Van Rissegem, comme des archives belges récemment déclassifiées nous le prouvent, était encore en Belgique la veille du crash. Et il est difficile d'imaginer qu'en 24 heures, il ait pu rallier l'Afrique centrale, monter dans un Fouga Magister, décoller de nuit et abattre, intercepter le DC-6 de Dag Hammarskjöld. Est-ce que M. H. Dag Hammarskjöld savait se sentait menacé? Oui. Ses subordonnés, ses collaborateurs à Léopoldville, 1 heure encore avant le décollage, essayent de le convaincre de ne pas décoller parce qu'il n'y a pas d'escorte de chasse pour son appareil et il y a ce fameux rôdeur solitaire qui est en maraude au-dessus des cieux katangais. Dag Hammarskjöld répond à ses collaborateurs, ils n'oseront jamais s'en prendre au secrétaire général de l'ONU. Et il sait que le danger est maximal. Comment est-ce que vous avez travaillé? Vous avez enquêté, vous avez rencontré des témoins, vous avez eu accès à des archives, vous présentez des preuves? Oui, il a fallu retrouver les rares survivants, ceux qui étaient sur le tarmac à Njili, l'aéroport de Léopoldville, au décollage à 16h45 le 17 septembre 1961. Un Suisse de l'ONU qui se souvient du décollage, un diplomate britannique qui attendait Dag Hammarskjöld sur l'aérodrome de Ndola quelques heures plus tard, qui a vu l'avion passer au-dessus de lui. Et c'est le recoupement de tous ces témoignages avec des charbonniers noirs qui étaient dans la forêt, qui ont vu l'avion leur tomber dessus littéralement, qui permet d'infirmer certaines théories, notamment celle du Fouga, très peu probable, de Jan van Rissegem, très peu probable, et qui a permis de retrouver aussi la piste d'un avion fantôme et de ce pilote. Ce fameux Dornier. Ce fameux Dornier 28 dont personne n'avait entendu parler. J'imagine que vous n'avez pas vraiment été aidé par les autorités britanniques, françaises, belges. Il y a une véritable omerta, une loi du silence dans les capitales occidentales. Ça fait maintenant plus de 3 ans qu'un juge tanzanien aux Nations Unies essaye d'obtenir la complète déclassification, la transparence parfaite des archives à Londres, à Paris, à Bruxelles, à Pretoria et aussi à Washington. Et il se heurte à d'énormes difficultés face aux diplomaties occidentales qui déclassifient au compte-gouttes. Mais on va bientôt en savoir un petit peu plus. Alors justement, parce qu'il y a cette enquête, en fait, ça fait 58 ans, j'ai l'impression que l'ONU enquête, des enquêtes qui chaque fois n'aboutissent pas. Le nouveau secrétaire général de l'ONU, Guterres, donc va recevoir un rapport, je crois, dans quelques semaines. Qu'est-ce qu'on peut en attendre?
Beaucoup et pas grand-chose. Le problème de l'ONU, c'est qu'ils sont dépendants de la coopération des États membres des Nations Unies. Paris, Pretoria, toutes ces capitales donnent ce qu'ils veulent bien donner. Jusqu'à présent, la pêche a été très maigre. Le juge tanzanien qui a déjà remis son rapport à Antonio Gutiérrez et dont on attend la publication entre le 7 et le 10 septembre, juste avant la grand-messe de l'Assemblée générale à l'ONU, va peut-être révéler certaines choses qu'on ne connaissait pas, des détails. Mais de là à connaître le poteau rose, le cœur du problème, savoir qui a commandité, qui étaient les exécutants, ce sont plutôt des chercheurs indépendants qui vont peut-être pouvoir aboutir. Après cette enquête que vous avez menée pendant 3 ans, est-ce que vous avez été entendu, par exemple, par les experts de l'ONU ? Oui. Les conclusions présentées dans le livre devraient être incorporées au rapport des Nations Unies le mois prochain. Vous le dites au début de votre livre, on peut dire que le crime était presque parfait ? Oui, puisque 58 ans plus tard, on cherche toujours. Et des gens extrêmement hostiles continuent à dire que ce ne sont que des élucubrations d'amateurs de théorie du complot et que quand un avion s'écrase dans la brousse en Afrique, c'est ni le premier ni le dernier, surtout en 1961, quand les boîtes noires n'existaient pas, quand les pilotes étaient fatigués, quand vous aviez des avions à hélice avec des défaillances. Mais ce n'était pas le cas. Merci beaucoup, Morin Picard. Je rappelle le titre de votre livre, Ils ont tué Monsieur H, aux éditions du Seuil. Un livre passionnant pour tous ceux qui aiment l'histoire, et en particulier cette histoire du Congo. Le général Silvano Kasongo Kitenge et plusieurs de ses hommes se sont mis en tenue non apparent pour une opération musclée contre les policiers terroristes de la route. Briefing terminé, le commandant de la ville a embarqué à bord d'un minibus dédié au transport en commun pour passer inaperçu. L'objectif du chef de la police de la capitale est de faire ce que la population lui demande depuis un temps, c'est rendre compte personnellement de la terreur sémée sur les routes par les policiers des circulations routières et d'autres unités de la police. Mettre fin au phénomène roulage à la main tendue que les Quinois appellent Mbote Alikasu, cet acte de corruption voulu et entretenu par certains policiers des circulations routières et accepté par d'autres usagers de la route comme moyen d'éviter les ennuis avec les forces de l'ordre. Commencé par le boulevard du 30 juin qui est un des hauts lieux de la tracasserie routière à Kinshasa, le convoi camouflé de Silvano Kasongo est passé sur l'avenue de poids lourds. Ici, les stress causés par les vols à l'arraché sont accentués par les tracasseries des policiers. Au lieu de réguler la circulation, ces roulages ont choisi de se transformer en agents percepteurs. Ils ont nié les faits, mais les images prises ont témoigné contre eux. Après la 14e rue, toujours sur poids lourd, le général Kasongo a mis la main sur quelques éléments de l'unité appelée communément Oujana, ces jeunes gens recrutés il y a 3 ans qui semblent échapper au contrôle de leur commandant. Déterminé à ramener de l'ordre dans sa juridiction, le commandant de la ville a par la suite pris la direction de la partie est de Kinshasa, au marché de la Liberté, à Pascal, à Kingasani-Asuka. Le général Silvano Kasongo a vécu des scènes dignes d'un Far West. Il y a même eu un roulage qui, piqué par on ne sait quelle mouche, a tenté d'arrêter et de rançonner le minibus à bord duquel s'est trouvé le général Kasongo. Sur le chemin de retour vers le centre-ville, le général Silvano Kasongo a poursuivi son opération de balayage des policiers véreux. Boulevard Saint-Doué, Pont-Cabu, Bokassa, Croix-Rouge ou encore le rond-point Victoire. Général Kasongo makambo sala la biso o eza pour l'intérêt na biso. Bataka ba roulage nzela pour la kosala makambo esengi basala. Bango bakoma kosala makambo o batindaka bango te. Ataka makambo botisuka. Makambo so za boye papa aumela na ye. Parce que on a mutu asali mabe. Asali mabe te aumela na ye. Changement na go. Yango
On est très content de oui, on vous répondit d'abord. Au finish, Silvano Kassongo a arrêté 35 policiers. Ils vont, à en croire le commissariat provincial, répondre de leurs actes devant la justice militaire. Cette opération menée le mercredi 3 mars 2021 vaut aussi avertissement pour les commandants des différentes unités de la police. Les Kinois veulent voir le général Kassongo sanctionner ceux qui n'arrivent toujours pas à maîtriser les policiers sous leurs ordres. Ainsi, la population dira, l'état des droits voulu par le président Félix Tshisekedi devient de plus en plus une réalité au sein de la police.